pense le pire, c'était un gars qui était bar, kebab, tatouage. Lui, il a failli me frapper. Celle qui est la bonne, c'est celle qui marche pour toi finalement. J'ai eu la chance de faire du e-commerce au début pendant 7 ou 8 ans dans des grands groupes. Enfin, d'abord dans une petite start-up, puis ensuite chez Unilever ou chez LVMH. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, Mathieu. Bienvenue. Ben, merci beaucoup. Je te mets directement au défi. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes pour nos internautes? Ouais, en 30 secondes. 30 secondes, bah oui. Waouh. C'est le vrai elevator C'est pitch. parti. Merci beaucoup de me recevoir dans Plus belle la vente. Je suis Mathieu Bernard, j'ai 35 ans. Je suis aujourd'hui expert en personal branding. C'est un anglicisme pour dire que j'accompagne des dirigeants à construire leur autorité sur leur domaine d'expertise. Ça se passe principalement sur LinkedIn, mais je suis aussi créateur de contenu parce que il faut bien que je fasse du terrain pour accompagner les gens à le faire. Et j'ai un canal sur LinkedIn où je crée des contenus régulièrement sous forme de posts, un podcast qui s'appelle Bonne Réputation sur le sujet du personal branding et une newsletter qui s'appelle Le Carnet de Mathieu où là c'est plutôt du contenu de stock un peu plus long, un peu plus expert. Voilà. C'est intéressant parce que nous, on est un podcast sur la vente et donc on voulait étudier le projet ou la culture personal branding sous le prisme vente et voir comment ça a aidé à vendre finalement. Ouais. Ben, avec plaisir, c'est un beau sujet. C'est pas très loin de la vente, c'est très complémentaire. Le personal branding, ça reste du marketing. Si tu veux, on va pouvoir le redéfinir un petit peu parce que chacun a un peu sa définition. Donc, moi, on travaille le personal branding dans un contexte professionnel. Donc, par exemple, mon objectif, c'est pas de transformer les dirigeants en influenceurs. Tu vois, donc, si tu veux, on peut reparler un petit peu de ça. Et moi, en plus, j'ai toujours côtoyé la vente, puisque mon tout premier stage, j'ai fait du porte-à-porte pour la SACEM. Donc, je faisais du porte-à-porte dans les cafés, hôtels, restaurants, boîtes de nuit. La mauvaise nouvelle. Boîtes de nuit, parfois. Ouais, je me suis fait insulter. Mais du coup, j'ai fait 2 mois de porte-à-porte tout seul en voiture. J'ai fait 4000 km Drôme-Ardèche. Ouais. Et donc, je suis allé... je pense le pire, c'était un gars qui était bar, kebab, tatouage. Lui, il a failli me frapper, mais sinon... Le concept est original en tout cas. Et la belle histoire, c'est qu'il a fini par me payer un café. Donc, tu vois, j'ai réussi à retourner le truc. Mais donc, ouais, j'ai toujours été proche de la vente, parce que j'ai aussi, sur mon chemin, ensuite, été CMO, donc directeur marketing d'Iconoclast, qui est une école de vente. École dans laquelle j'ai croisé pas mal d'amis vendeurs, d'amis sales qui sont, je crois, passés sur ton podcast. Marie, entre autres. Ouais. Voilà. Et c'est aussi dans cette école de vente que j'ai découvert le pouvoir du personal branding, puisque Iconoclast, c'était une start-up. Je suis arrivé au tout début avec Marie, et juste après que Marie fonde la société. Et en fait, on n'avait pas de budget comme toute startup, et donc il fallait trouver des clients, etc. Et on a beaucoup utilisé le personal branding, notamment sur LinkedIn, pour donc la création de contenu, pour aller trouver des clients, closer, même lever des fonds, plein de choses. C'est vrai que d'ailleurs, tu as même une école un peu Iconoclast, très fort sur le personal branding, que ce soit Marie, Enzo, ça peut être Vanessa aussi, où tu as cette culture du personal branding au service de la vente. Je suis content que tu dises ça parce que j'ai participé à l'insuffler. Alors au début, on n'avait vraiment pas le choix. Iconoclast, c'est une école de vente qui forme des commerciaux, enfin des gens à devenir commerciaux en 4 mois. Et donc commerciaux qui décrochent le téléphone, enfin du vrai commercial B2B. Et effectivement, au début, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se fasse connaître. Pas de budget. On s'est dit, on va faire plein de choses. Mais moi, j'ai tout testé, tous les leviers, podcast, salon, conférences et SEO, et donc tous les leviers organiques, et donc LinkedIn. Et LinkedIn, moi je me suis mis à poster, puis j'ai essayé de faire poster toute l'équipe. Donc bien sûr, personne ne veut au début. Et puis petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que, ça nous donnait de la visibilité. On était en 2020, donc en plus, c'était un peu plus facile sur LinkedIn, il y avait moins de monde qui postait. Donc on y allait sur une stratégie Avengers, tu sais, c'est chaque membre de l'équipe, chaque membre clé y va avec son point de force. Ça, c'est peu de boîtes le font, alors que c'est vraiment puissant. C'est de se dire, on va publier sur LinkedIn, mais il n'y a pas que le boss ou la boss qui publie. C'est tout le monde y va avec son point de force, et avec un objectif commun, faire connaître Iconoclast. Là, en l'occurrence, c'était ça. Et ça nous a permis, de ramener de trouver des clients. 2, de trouver des clients individuels, c'est-à-dire qui venaient se former chez Iconoclast, et de trouver des clients entreprises, puisque Iconoclast forme aussi des entreprises à la vente, donc ils vendent des journées de formation. Ça nous a permis de développer des partenariats, puisque Iconoclast est une école où des vrais gens de l'entreprise, des vrais commerciaux ou directeurs commerciaux interviennent, et donc ça nous a permis d'alimenter finalement la partie éducation de l'école. Et 3, on a réussi à quand même lever 3 millions en plein Covid sur un business physique.
Et ça, si on n'avait pas eu LinkedIn, ça n'aurait pas marché parce qu'en fait, les investisseurs nous connaissaient déjà. Donc, c'est super d'arriver et de pitcher les investisseurs qui disent bah oui, on voit que vous sur LinkedIn. Donc, ouais, c'est là où moi, j'appelais pas du tout ça personal branding à l'époque. J'appelais ça stratégie de contenu marketing organique, mais c'est juste les gens qui portent le projet, qui l'incarnent. C'est ça, moi, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et c'était, moi, quand je parle de personal branding, effectivement, je parle beaucoup de LinkedIn, mais il n'y a pas que ça. Mais en l'occurrence, là, c'est comme ça qu'on avait bien marché, ouais. Ok, alors peut-être qu'avant qu'on regarde le personal branding en tant que discipline et qu'on rentre un peu plus dans la définition, tu peux peut-être nous parler de ton parcours, ce que tu as fait avant Iconoclast. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours adoré créer des relations et du contenu. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un parcours où j'ai fait beaucoup de growth et de marketing, ce qui correspond à ce que j'aime. Sauf que je l'ai fait sur plein de modes et plein de formats différents. J'ai eu la chance de faire du e-commerce au début pendant 7 ou 8 ans dans des grands groupes. Enfin, d'abord dans une petite start-up, puis ensuite chez Unilever ou chez LVMH. Okay. Donc là, c'était des stratégies d'acquisition et de vente en ligne, donc beaucoup de marketing, avec du marketing payant et organique pour essayer de faire grossir, de vendre en B2C, là pour le coup, des plateformes e-commerce, des plateformes de produits. Unilever, on vendait du thé, LVMH, moi c'était des ventes de make-up, pour Make Up Forever. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être dans un environnement grande marque et quand même sur des problématiques vente en ligne avec des parcours clients, même si c'était du B2C. Et c'était intéressant. Puis à un moment, j'ai fait un petit pas de côté. J'ai essayé de monter une boîte, ça n'a pas marché. Ouais. Et puis je suis allé dans l'environnement startup et je suis arrivé chez Iconoclast où là, j'ai pu être directeur marketing, mais je vendais plus des produits finis. Là, je vendais plutôt de la formation et du changement de vie. Ça me correspondait plus aussi. Il y avait la question du sens à un moment donné. Et là, on n'était plus en e-commerce. C'était marketing, growth, croissance pour essayer de faire grossir une entreprise. Et ça a bien fonctionné. Mon aventure chez Iconoclast, ça m'a appris. Avant, je faisais beaucoup de marketing plutôt de croissance en e-commerce. Vraiment focus croissance avec des leviers beaucoup paid. Là, chez Iconoclast, ça m'a appris de faire du marketing de contenu pour faire aussi de la croissance, mais avec des leviers plutôt organiques. Et donc, ça a bien complété ma palette de savoir-faire. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de me lancer en indépendant au début, c'était pas très clair, c'était growth marketing. Puis j'ai rapidement remarqué que j'aimais bien accompagner les dirigeants et les accompagner sur leurs problématiques du coup de personal branding, c'est-à-dire prendre la parole en leur nom. Et là, ça fait 3 ans que j'ai accompagné une centaine de dirigeants et managers sur format individuel et collectif sur leur personal branding. Et du coup, c'est souvent sur LinkedIn, mais encore une fois, on peut faire plein d'autres choses. C'est-à-dire que ça peut être sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok. C'est ça. Moi, j'ai accompagné surtout sur LinkedIn et à lancer un podcast, par exemple. D'accord. En fait, il faut se dire qu'il y a plein de canaux possibles. Il y a Insta, il y a TikTok, il y a YouTube, etc. Mais globalement, il y a des contenus de flux. Et quand tu fais du contenu, quand tu veux prendre la parole, tu as du contenu de flux et du contenu de stock. Le contenu de flux, c'est du contenu qui se périme très rapidement, mais qui donne de la visibilité rapide. Donc, par exemple, aller sur LinkedIn ou TikTok, tu vas faire un post ou un TikTok, tu peux avoir 1 million de vues si ça marche bien très rapidement, mais dans une semaine, c'est fini le contenu. Il est périmé, ou alors peut-être qu'on pourra le recycler si on est malin. Mais ça, c'est du flux. Et c'est très important d'avoir du contenu de flux pour avoir constamment de la visibilité. Et ensuite, ce qui peut être stratégique aussi, c'est de créer du contenu de stock, c'est-à-dire du contenu long qui, quand tu le consommes 1 an après, est toujours valable. Et pour ça, il y a des canaux que j'appelle plutôt des canaux de rétention, comme une newsletter ou comme un podcast, même une chaîne YouTube, ça pourrait être ça, où en fait, tu es référencé, ton contenu, il est toujours visible et accessible après. Et c'est du contenu il vaut mieux sur ces canaux-là de rétention essayer de faire du contenu qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qui ne se périme pas. D'accord. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai une newsletter et un podcast, c'est pour limiter aussi ma dépendance à LinkedIn. Parce que c'est bien du personal branding sur des plateformes, mais elles ont un algo, c'est des sociétés privées. Si elles veulent fermer ton compte, changer l'algo, on l'a bien vu depuis février-mars, quoi. C'est pas terrible d'avoir une dépendance. Donc voilà, la vision globale, quand on développe son personal branding aussi, je pense que c'est bien d'aller sur un canal où il y a sa cible. Et moi, il se trouve que j'ai beaucoup de demandes sur LinkedIn parce que j'accompagne des professionnels. Mais c'est bien aussi d'avoir une vision long terme et de se dire, ok, c'est bien pour la visibilité à court terme, c'est un peu comme une plateforme que j'utilise comme un tremplin. Mais ensuite, le but, c'est pas d'être ad vitam aeternam dépendant de cette plateforme. Il faut essayer de créer des leviers où il y a un contact direct avec l'audience. Par exemple, moi, sur ma newsletter, où
je bosse dessus, c'est plus long, mais aujourd'hui, j'ai entre 4 et 5 000 abonnés. Ben, je me dis, si un jour LinkedIn ferme mon compte, 5 000, je pense que c'est pas encore assez. Mais le fait d'avoir des abonnés directs, d'avoir leur email, je suis pas totalement à poil, tu vois. Et est-ce que c'est la même cible, je dirais relation aussi sur les différents canaux? Non, je pense que les canaux comme un canal comme LinkedIn fait plutôt de la découvrabilité, même si on peut aller jusqu'à la vente, attention, mais en tout cas, il est plutôt taillé pour se faire connaître, alors qu'une newsletter ou un podcast, en tout cas au début, c'est des canaux qui aident les gens qui te connaissent déjà à aller plus loin avec toi. Et donc, par exemple, mettre des liens de vente ou présenter une offre, ça se fait plus facilement dans un encart de newsletter parce que la personne, elle t'a potentiellement vu sur LinkedIn, elle est allée lire un de tes contenus longs, là elle est en relation directe avec toi, là tu peux te permettre d'être un peu plus commercial à certains endroits. Alors dans un post LinkedIn, faire un post LinkedIn commercial, ça voudrait dire faire de la pub, c'est pas ce que les gens veulent. Alors qu'on peut se permettre dans une newsletter où on donne beaucoup de contenu, ou dans un podcast de faire une petite annonce quand même, on est en direct avec les gens, on est dans notre environnement. Donc oui, les newsletters ou podcasts sont un peu plus proches de la vente ou de la génération de rendez-vous, je dirais. Ok. Mais on peut s'en passer dans un premier temps et faire que avec LinkedIn. C'est juste, il ne faut pas espérer, ça dépend du business, mais je pense faire de la vente directe sur LinkedIn, à moins de vendre une formation à 200 balles. Mais en B2B, je pense que LinkedIn, l'objectif, c'est d'aller amener les gens vers une étape qui se rapproche du rendez-vous. Tu connais bien ça. Bah, de toute façon, moi, je le vois pour mon compte à moi, qui n'est pas non plus le plus visible de France, mais il commence à y avoir une traction. Je vois que les gens qui s'abonnent viennent me contacter, mais pas tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que ceux pour lesquels ça se transforme en rendez-vous viennent, mais au bout d'une exposition à 3, 4, 5, 6 posts. Ouais. Et en fait, on se dit, mais ça fait plusieurs fois que je suis tes posts ou que je tombe sur tes posts. Est-ce qu'on pourrait se parler une demi-heure, une heure? En fait, c'est eux qui viennent à toi. Ce qui n'est pas la même chose que quand c'est toi qui appelle à froid ou qui envoie un mail pour se dire, parlons-nous parce que tu peux potentiellement avoir ce besoin-là, quoi. Et c'est ultra complémentaire de la vente. C'est-à-dire que, tu t'en parlais tout à l'heure, mais ça, c'est un truc qu'on a découvert chez Iconoclast. Moi, chez Iconoclast, j'ai des bons amis qui sont passés comme Enzo Colucci, Philippe Gilotin. On pourrait aussi parler d'Augustin Tonnel. Si les gens veulent, en plus de ton profil, veulent aller découvrir des profils de commerciaux qui sont bons sur LinkedIn, bah en fait, ça paraît logique en le disant, mais ce qu'on a découvert, enfin moi, ce que j'ai découvert, et en tout cas, je l'ai réalisé, c'est que entre Enzo et Tartampion, qui sont tous les deux aussi forts en vente, qui vendent chacun à peu près la même solution au même prix, et c'est des solutions concurrentes, et ben, tu reçois un message de Enzo qui a 40 000 abonnés sur LinkedIn et que tu as vu 20 fois, et un message de Tartampion qui a 10 abonnés, une photo de profil mal cadrée et son profil pas à jour. Bah en fait, il y a 100% des gens qui vont répondre à Enzo, qui vont accepter le rendez-vous, et 0% à l'autre, alors qu'il est aussi bon en vente peut-être. Donc c'est clair que sur LinkedIn, en tout cas, le personal branding ou avoir une autorité, parce que c'est l'objectif, permet de, je pense, optimiser au moins le taux de réponse au rendez-vous. Je sais pas si, à la fin, je pense que si tu es mauvais commercial, ça marche pas, mais ça améliore énormément. Moi, je suis pas bon commercial, mais effectivement, mes rendez-vous viennent de LinkedIn. Et le mieux, c'est quand les gens me disent non, mais c'est bon, je te connais. Ouais, je veux travailler avec toi. Ouais, je veux bosser avec toi. C'est plus, je veux savoir tes tarifs, comment ça fonctionne, quoi. Ça, c'est génial pour un gars qui est pas très bon en vente. Alors, pour un gars qui est bon en vente, je pense que c'est du pain béni. Nous, on était un peu choqués. Enfin, tu vois, si je prends mon exemple à moi, j'avais une autre boîte juste avant. Franchement, je n'ai jamais posté sur LinkedIn en 7 ans. Pas un post. Ouais. Allez, une fois pour dire qu'on venait de recruter ou quoi, parce que tu te dis, tiens, je vais le faire. Mais jamais de régularité, pas de communauté, rien du tout. Je pensais même, tu vois, à ce moment-là, que LinkedIn, ceux qui postaient tous les jours, c'est des gens qui avaient rien d'autre à faire de leur vie. Mais j'avais ce cliché-là. Hein. Un peu aussi, ouais. Un peu aussi, moi aussi. Et j'ai rencontré Sixtine, que je connais bien Sixtine et Valran à qui je joue au foot. Je dis, mais tu devrais poster, tu devrais poster, tu devrais poster. Et à force de me le répéter, je l'ai fait. Sur le premier post, je crois que je fais 50 000 vues. Bravo. Ok. Je dis, mais c'est super votre truc. Ouais. Et donc, j'ai commencé à poster comme ça et faire des vues. Bon, moi, je suis assez terre à terre. Je dis, c'est un peu comme être riche, mais au Monopoly. Ouais. Ça sert pas à grand chose finalement. Mais en fait, tu te rends compte que les vues se transforment en réseau, qui se transforment en envoi de messages, qui se transforment en prise de rendez-vous et qui se transforment en chiffre d'affaires potentiel. C'est ça, il faut avoir conscience que les posts et les vues, c'est le début d'un parcours client. Il faut toujours se dire, moi c'est ça que j'ai gardé du e-commerce, c'est que quand on veut faire du LinkedIn, en tout cas dans un contexte professionnel et business,
personal branding, on pourrait plus parler de identité professionnelle. Il faut se dire que les gens sont sur un parcours et que quand tu fais des posts, tu vas te faire découvrir par des gens et donc faire découvrir tes services potentiellement. Et donc, ils sont au début du parcours. Et ça, dans le marketing funnel, il y a un truc qui s'appelle awareness, considération, décision et puis closing. Donc, vraiment, découverte. Et ça, c'est les posts qui jouent ce rôle. Après, considération, ça peut être une première visite sur le profil. Là, j'ai vu 3, 4, 10 posts. Ah, là, je considère un peu, je vais visiter ton profil et je vais juste avoir besoin de comprendre ce que tu fais, si c'est pour moi, et d'être rassuré. Mais la première visite de profil, effectivement, c'est même encore trop tôt. Enfin, ça sert à rien d'essayer de le prospecter, le gars, si tu as vu qu'il a visité une première fois ton profil, parce que c'est pas le moment. Il vient juste une première fois de voir. Là, il veut aller sur le site, il veut être rassuré, voir des reviews, etc. Là, c'est la phase considération. Intéressant ensuite, c'est quand quelqu'un continue, et c'est pour ça qu'il faut continuer à poster, il continue de voir tes posts, il garde en tête, puis peut-être 3 mois après, il revient sur le profil. Là, il est en phase de décision. S'il revient, il veut te parler. Donc là, c'est important qu'il puisse trouver ton Calendly ou ton message. Et ensuite, le closing, souvent, de toute manière, c'est en dehors de LinkedIn. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que vraiment, les vues, etc., c'est intéressant. Mais en fait, ça n'a de valeur que si ça fait avancer les gens sur le parcours. Et donc, avancer les gens sur le parcours, sur LinkedIn, si on parle de KPIs, d'indicateurs de performance, ça veut dire, est-ce que j'ai des visites de profil ? C'est la seule métrique qui est directement corrélée aux opportunités. Moi, si j'ai pas de visite, enfin, j'ai un nombre de visites de profil moyen. Dès que ce nombre est, en gros, moi, pour 2000 visites par mois, j'ai 2 leads qualifiés par semaine. Ça, c'est ma vérité sur mon business. C'est pas la vérité pour tout le monde. Je sais que si ce chiffre augmente, le visite de profil, j'ai le nombre de leads qui augmente et inversement. Et c'est vraiment le seul qui est corrélé aux opportunités, alors que pas les likes ni les vues. Parce que ça, en fait, je sais que dans mes visiteurs de profil, j'en ai 9 sur 10 qui sont venus juste une première fois et qui se renseignent. Et par contre, les 10% qui reviennent en phase de décision, ben, eux, il faut à tout prix qu'ils arrivent à me contacter, tu vois. Et donc, je sais que les gens sont sur un funnel, voilà. Donc, les posts à 50 000 vues, c'est cool, parce que potentiellement, ça ramène plein de visites de nouvelles personnes sur le profil. Mais attention, si le profil est mal fait, peut-être qu'ils ne reviendront pas. Si les posts sont incohérents entre eux, ils ne reviendront pas non plus. Donc, en fait, c'est bon signe, mais ce n'est pas tout de suite de la vente. Il faut juste prendre en compte que parfois, le parcours prend 6 mois, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le personal branding, si je te reformule ça, il a 2 rôles. Le premier, c'est d'attirer les gens et en plus de créer l'envie de te contacter, l'autorité pour la posture. C'est ça. Découvrabilité. Et donc pour ça, on a besoin de visibilité. Mais attention, je mets un bémol là-dessus. Ça peut être une visibilité très efficace, très nichée. Donc découvrabilité et ensuite autorité. C'est-à-dire que il y a un moment où tu dois être... il y a tout le temps de la concurrence, donc l'autorité, c'est entre les 3 personnes que les personnes ont vues, ils vont aller vers toi parce qu'en fait, c'est en toi qu'ils ont le plus confiance. Ils se disent non mais ok, c'est avec lui que je veux bosser, quoi. Tu citais Enzo tout à l'heure. Ouais. On parlait de ça l'autre fois ensemble. Il me dit, moi j'ai des entreprises qui veulent pas se faire former. Elles veulent se faire former par moi. C'est clair. En fait, c'est lui ou pas. Enfin, c'est lui ou rien. Ouais. Donc en fait, dès lors que tu en arrives à ce point-là, c'est gagnant pour la vente. Tu n'es plus dans de la communication, tu vends. Et ça peut être, alors c'est super pour un indépendant, mais ça peut être, à un moment donné, il peut y avoir un risque effectivement pour un dirigeant de créer une trop forte dépendance entre lui et sa boîte. C'est-à-dire que si lui, il arrête de poster ou autre, en fait, la boîte fait moins de business. Donc ça, ça peut presque créer alors c'est super bon signe, mais ça peut presque créer une problématique. Mais effectivement, Enzo, ça veut dire qu'il a craqué l'objectif du personal branding. Ça veut dire que les gens viennent parce que c'est lui. Les gens le choisissent, ils veulent bosser avec lui parce que c'est lui. Et c'est parce que c'est lui que les gens se souviennent de lui et veulent bosser avec lui. C'est pas juste parce qu'il est expert, parce que des experts, il y en a 100 000. Donc il a réussi à créer une unicité et les gens viennent parce que c'est lui. Après, voilà, ça c'est un problème de riche, mais il y a un... Voilà, je distingue quand même les indépendants, les freelances des dirigeants. Pour un freelance, c'est génial de créer ça. Enzo, il est indépendant, même s'il est entouré, etc. Il reste solopreneur, on va dire. Pour un dirigeant qui a potentiellement une grosse boîte, des centaines de personnes dans ses équipes, je pense que la stratégie, c'est bien sûr de créer une préférence de choix pour son entreprise à travers lui, mais de penser à la suite et de penser à mettre en avant les autres personnes de l'entreprise, à petit à petit se dissocier un peu de sa marque et de sa boîte. Et donc là, toi, on arrive là presque au dernier sprint de l'année. Ouais. À qui tu conseilles de booster son personal branding? Quel profil de personne, quel type d'entrepreneur? Tu veux dire avant l'été?
Ouais, il va sortir après l'été. Ouais, le ouais, podcast, ouais. mais, Ah oui, oui, pardon. Tu veux dire. Ouais, je précise. Donc, le podcast est intemporel. voilà. Là, nous sommes en juin. On est en juin, il fait très chaud. Il fait très, très chaud, mais il fera déjà froid quand il sort. Alors, c'est Ouais, ça presque. On verra, presque. peut-être qu'on aura un été indien, mais Pour le dernier sprint de l'année, moi, alors, j'ai un. Si on est à la fin de l'année, moi, je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que le personal branding, c'est du marketing de contenu. Ça reste du contenu organique, même si on peut faire de la visibilité rapidement, 50 000 vues, même 2 millions de vues sur un premier post, soyons fous, c'est quelque chose qui prend du temps. ouais. Et donc, il y a un risque, c'est d'y aller avec un objectif trop court terme et de se dire, là, c'est octobre, novembre, je me réveille parce que j'ai pas fait mon chiffre. Ouais. Le risque d'y aller avec le couteau sous la gorge, c'est d'y aller avec des contenus un peu trop commerciaux, un peu trop agressifs. Et ça, on sait très bien dans la vente que quand on est un peu mort de faim, ça se sent. Ouais. Et je pense que là, c'est un point commun entre la vente et le marketing. C'est des contenus vont faire un peu trop pub, un peu trop commerciaux. Et donc, je recommande pas d'y aller sous pression. Moi, je recommande d'y aller en se donnant 6 mois. Et donc, si c'est la fin de l'année, on active des leviers qui ont toujours marché à court terme, le réseau existant. Personal branding, c'est avant tout de la réputation et c'est le réseau qu'on a. Donc, moi, je recommanderais, plutôt que d'aller chercher des nouvelles personnes, si c'est la fin de l'année, plutôt démarrer son personal branding avec une vision de 6 mois. Et donc, OK, comment je fais pour démarrer et que dès Q1 de l'année prochaine, ça porte ses fruits, 6 mois. Mais là, je démarre et en parallèle, j'ai des actions proactives. Ouais. Pour, par exemple, je commence à poster sur LinkedIn, mais je vais contacter les gens de mon réseau, je vais contacter mes anciens clients, je vais contacter les prospects. Je pense qu'il y a deux temporalités et les deux peuvent se faire en même temps. Le contenu, ça y est, je me lance sur LinkedIn, mais là, j'en attends pas des résultats, je ne mets pas la pression avant 6 mois parce que j'y vais et ça va créer des effets cumulés. Par contre, le fait de faire du contenu et en parallèle d'avoir des actions proactives, d'appeler, de décrocher le téléphone, de faire les trucs qui ont marché par le passé pour moi, ça peut booster, je pense, ces actions-là. Et alors, du coup, je retourne la question. Imaginons qu'on a un chef d'entreprise là qui nous écoute, qui se dit bon, je vais finir l'année comme je l'ai toujours fait, mais l'année prochaine, j'aimerais bien m'y mettre au personal branding. Comment tu lui conseilles, si ce n'est en t'appelant, de s'organiser pour mettre en place cette stratégie? Ouais, je pense qu'il y a trois piliers qui correspondent à trois phases. C'est pour ça le dirigeant qui veut finir son année, il peut même s'y mettre maintenant pour être déjà en rythme de croisière début de l'année prochaine. Les trois piliers, c'est le positionnement, c'est-à-dire réfléchir à son positionnement, c'est-à-dire concrètement sa cible, son problème. Et sur un profil LinkedIn, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le profil LinkedIn, il dit de manière très claire le pour qui, quoi, comment. Tu vois? Et donc voilà, mon positionnement, je vais le concrétiser sur le profil LinkedIn. Peut-être que j'ai plusieurs cibles, plusieurs offres, tant pis, j'en priorise une. Pour qui, quoi, comment, ou pour qui, quoi, en combien de temps. Quelles sont les preuves que j'ai déjà réussi avec d'autres clients. Donc ça, c'est des éléments de réassurance aussi à mettre en avant sur le profil LinkedIn. Ça fait partie du positionnement. Nombre de clients accompagnés, logo de clients prestigieux sur la bannière, nombre d'années d'expérience, X missions réalisées avec succès depuis 10 ans. Enfin, donc ça va avec la proposition de valeur pour qui, quoi, comment. Et de réfléchir aussi sur le positionnement et donc le profil LinkedIn à un appel à l'action. Qu'est-ce que je veux que les gens qui arrivent sur mon profil fassent ensuite? On se souvient que c'est souvent des gens 9 sur 10 qui te découvrent, donc c'est important qu'ils aillent en savoir plus sur la solution. Je pense qu'en deux, on peut mettre un lien de rendez-vous, mais de toute manière, quand ils ont décidé de prendre rendez-vous, ils vont le trouver, le lien, ou ils vont envoyer un message. Donc là, voilà, c'est de paramétrer le profil comme une étape clé, même avant de poster, comme une étape clé d'un parcours. Et cette étape clé, elle doit être pensée en fonction des objectifs. Ça, c'est un truc qui s'appelle le positionnement, mais qui est indispensable. Sinon, parce qu'en fait, après, tout le but de LinkedIn, c'est d'envoyer des gens sur cette page, qui est le profil LinkedIn. Et si on envoie des gens dans un panier percé, c'est trop dommage. Donc, plutôt que d'y aller tout azimut, de prendre ChatGPT et de faire 3 posts merdiques, préparez le profil LinkedIn et paramétrez-le de manière à ce qu'il soit une étape clé qui envoie vers un seul appel à l'action qu'on peut mettre à tous les niveaux sur le profil. Je ne vais pas détailler, mais il y a plein d'endroits où on peut mettre des liens. Et ensuite, il peut déjà se poser sur sa stratégie de contenu. Une fois qu'il a dit ça, comment je ramène ces personnes-là pour répondre à cet objectif et à ce problème avec cette offre. Et là, il va réfléchir à plusieurs choses qui vont être quelle conviction il met dans ses contenus. Parce que j'imagine que
tu peux faire de la vente. Je sais pas, par exemple, toi, tu vends. Enfin, on pensait à Enzo, etc. Enzo, il y va avec la conviction qu'il faut décrocher le téléphone. Peut-être qu'il y aurait des gens qui proposent des solutions pour faire plus de ventes avec de la prospection. Donc, il faut penser à ses convictions. Quel est le meilleur moyen d'avoir le plus de clients? Ça peut être, moi je pense qu'il faut décrocher le téléphone tous les jours. Il y en a un autre, il peut vendre une solution, il se dit, moi je pense qu'on peut y arriver sans décrocher le téléphone et c'est que des process et des systèmes d'email. Bon, voilà. Et donc, cette conviction, elle va se retrouver dans les contenus. Et ensuite, il va réfléchir à des thématiques, à un rythme, à des formats. Et toi, j'ai vu que tu faisais de la vidéo, tu vois, sur LinkedIn, on peut faire du texte, bien sûr, ça c'est la base, mais de la photo, de la vidéo, des sondages, des carousels. Donc, il y a plein d'éléments et de paramètres ensuite dans les contenus, mais je conseille d'avoir vraiment un sujet phare qui est décliné à plusieurs niveaux. Par exemple, moi, mon sujet, c'est le personal branding. Et ben, je parle à la fois, je fais à la fois des posts qui parlent à tout le monde, après, je fais à la fois des posts qui parlent plutôt à mon écosystème et des posts qui parlent à mes clients potentiels. Parler à tout le monde, c'est les fondamentaux. En fait, le personal branding, c'est du marketing. Donc, les fondamentaux du marketing appliqués au personal branding. J'ai fait un post la semaine dernière sur Didier Deschamps qui a fait 150 000 vues. Bon, bah, tout le monde a son avis sur Didier Deschamps. Et si je parle un peu de personal branding, c'est bon, là, tout le monde a compris. Je peux faire un post sur les biais cognitifs dans le personal branding. Là, ça reste assez généraliste. Les experts ou les gens intéressés peuvent comprendre. Après, je peux dire comment faire un post LinkedIn qui engage. Là, je parle vraiment qu'à ma cible qui va aller sur LinkedIn. Mais c'est une seule thématique distribuée à plusieurs étages. Ça, c'est important d'y réfléchir parce que souvent, les gens, d'abord, ils ne savent pas quoi dire. Moi, les clients, ils me disent d'abord, je ne sais pas quoi dire. Puis ensuite, en fait, ils ont plein de thématiques différentes. Non, vaut mieux avoir un truc vertical et pareil, un peu en entonnoir. Et ensuite, là, c'est l'exécution. Et là, c'est comment je distribue mes posts, comment je les écris et je les distribue. Et là, on pense au copywriting, comment écrire des bonnes accroches, prendre des bonnes photos, etc. Il y a plein de choses dans l'exécution et la création de contenu qui font la diff entre un bon et un mauvais contenu, quoi. Et c'est là où ChatGPT à la fois fait du bien à des gens qui ne savaient pas écrire et qui du coup peuvent écrire des posts, et à la fois fait du mal parce que ça crée beaucoup de contenu parfois très très générique, sans aucune conviction, sans aucun message. Ça ajoute beaucoup de bruit, mais ça ne permet pas de créer une réputation. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a du bruit depuis 6 mois sur LinkedIn. Il y a beaucoup plus de concurrence et de gens qui prennent la parole. Ça, c'est bon signe. Ils ont compris qu'on pouvait prendre la parole en son nom sans permission et que ça marche. Le problème, c'est qu'effectivement, ChatGPT, je pense qu'il n'est pas toujours utilisé au bon moment. Je pense que ChatGPT, c'est mieux écrire que moi, en tout cas. Enfin, c'est mieux écrire que beaucoup de gens. C'est juste que c'est bien de le faire intervenir en fin de process pour réécrire un post, pour le peaufiner, pour peaufiner une accroche. Et beaucoup de gens disent je veux parler de ça, écris-moi un post. Et donc, en fait, le problème, c'est que dans le bruit ambiant, vu qu'il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de contenu qui est fait par GPT, la réputation, enfin l'avenir, à mon avis, de la réputation et de ce que les gens cherchent, c'est des vrais contenus authentiques avec du contexte personnel. Et ça, ChatGPT ne peut pas le donner. Il faut d'abord l'avoir écrit pour ensuite. J'essaie de m'expliquer, mais à mon sens, les contenus qui vont continuer de marcher et les gens que les gens vont vouloir suivre, c'est les gens qui se mouillent un peu et qui vont donner des vrais insights, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont compris et appris à la dure qu'on ne peut pas retrouver sur Google et ChatGPT. Qu'est-ce qu'ils savent dans leur contexte personnel, dans leur expérience, qu'on ne peut pas retrouver sur Google. Qu'est-ce qu'ils ont appris à la dure. Et ça, ces contenus qui sont des retours d'expérience ou de l'expertise, mais avec du contexte personnel, c'est des contenus qui ont une vraie valeur, à mon avis, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va passer par le même chemin que toi à un moment donné et qui va se dire « Ah bah oui, heureusement qu'il me le dit ». Et donc voilà, ça c'est important, je pense, de repartir de soi. Et moi, un exercice que j'aime bien donner à mes clients, c'est liste tes 10 insights que personne d'autre ne sait, quoi. Tes 10 insights sur ton expertise, les trucs que vraiment tu as découvert mais que personne ne sait et que personne ne dit, que tu aurais bien aimé qu'on te dise, quoi. Ils ne sont pas écrits dans les livres. Et il en faut pas beaucoup pour ensuite les décliner sur plein de formats. Parce que tu fais d'une idée plusieurs posts. Exactement. Ok, et si tu devais nous donner 3 conseils pour rédiger ou tourner un bon post LinkedIn ou un bon post sur les réseaux sociaux? Le premier, c'est qu'ils contiennent un insight propriétaire. C'est-à-dire que ce que toi, tu dis, quasi personne d'autre ne puisse le dire, tu vois. Ou qu'on se dise, ok, c'est vraiment lui, c'est vraiment toi qui l'as dit, et c'est cool, j'aurais pas pu le trouver sur Google ou sur n'importe quel article.
Donc ça, c'est un premier truc, c'est que ça contienne un peu ta patte, ton expertise, ton contexte personnel. Ça, c'est une première chose pour écrire un bon post. Ensuite, d'un point de vue purement technique, un bon post, ça reste une communication. On est dans une guerre de l'attention et donc il doit avoir une accroche qui contient le sujet, qui contient la promesse du post tout de suite. Par exemple, je vais pas démarrer un post par savez-vous faire des bons posts LinkedIn? Point d'interrogation. D'ailleurs, jamais démarrer un post par une question. Ouais. Je vais plutôt dire voici sur 2000 posts écrits pour mes clients et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires générés, je mets un peu de preuve sociale. Voici les 5 secrets que personne ne maîtrise pour écrire un post qui vend. Tu vois. Je vais être hyper spécifique et je vais donner les 5 secrets avec un exemple, avec du contexte personnel. Et là, j'apporte une valeur que personne ne peut apporter. D'autres peuvent donner 5 secrets différents, mais ils n'auront pas les exemples que je mets en dessous, ils n'auront pas ma preuve sociale. Donc ça, voilà, l'accroche, elle doit juste contenir la promesse du post. Et si en plus, elle contient une promesse puissante avec des chiffres ou une petite tension, ah ouais, le gars, il a généré plein de ventes avec ses posts, il a 5 secrets, mais j'ai envie de les connaître, du coup, et ben là, c'est encore mieux. Et ensuite, je pense que un post, ça doit être écrit de manière hyper fluide, pas rentrer dans les détails du copywriting, mais en gros, les gens survolent, donc il faut écrire pour le survol, en fait. Donc pas faire des pâtés, faire un truc lisible, aéré, avec des bullet points, des petits paragraphes de pas plus de 3 lignes. Et voilà, faut juste se souvenir que sur les écrans, les gens lisent pas ligne par ligne, ils survolent. Donc, est-ce qu'il est lisible au survol? Et après, si les gens sont intéressés par le post, qu'ils cliquent sur voir plus et que l'accroche est bonne, le deuxième élément le plus important, c'est la fin du post. Et je reviens sur ce qu'on disait au début, il faut pas oublier que les gens sont sur un parcours. Et donc, s'ils ont cliqué sur ton post, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas d'étape d'après. Et souvent, l'étape d'après, c'est d'aller vers ton profil. Et donc, à la fin du post, pour donner envie à la personne d'aller sur le profil, il y a plusieurs solutions, mais en gros, s'il n'y a pas trop d'idées, une petite signature, tu signes avec ton nom et ta proposition de valeur. Ouais. Au moins, même ceux qui vont pas sur ton profil, ils verront ta proposition de valeur, parce qu'il faut pas croire que sur les posts, les gens comprennent ce qu'on fait, en fait. Donc, au bout de 5-10 posts, même si la personne ne l'a jamais vu, elle a vu ce que tu vendais, ce que tu faisais, déjà, c'est peut-être pas mal de rappeler ça. Et le fait de te mettre ton nom tagué, la suite logique, c'est je clique et je vais sur le profil. Ce qui est bien, à la fin, c'est un peu sérieux, une signature, c'est souvent la fin, elle est lue. Les gens, ils lisent le début, puis ils survolent, ils atterrissent sur la fin. S'il y a une petite blague, un petit truc qui génère de l'émotion, un truc qui fait sourire, une petite punchline, c'est malin de faire ça à la fin parce que ça crée une petite sympathie, une petite touche d'émotion. Et l'émotion crée le mouvement. Et donc, le but d'un post, c'est de créer l'effet « je ne veux pas rater le prochain ». Et donc, souvent, les gens, ils vont aller sur le profil et s'abonner s'ils ont vu parfois juste la petite blague, en plus de l'expertise, dit... Là, ça close les gens. Ils disent, bon, déjà, c'était bien, puis en plus, c'est marrant. Ok, je veux pas rater ces prochains posts à lui, je veux m'abonner. Et là, c'est gagné. Donc, voilà, faut pas oublier aussi la petite touche émotionnelle. Ça peut être... il y a plein de choses, hein. Ça peut être la peur, j'aime moyen, mais ça peut être... Moi, je trouve que l'humour fonctionne bien. C'est pas évident, mais ouais, ça fait du bien. Donc j'espère que tu me dis, là je rentre dans des détails très techniques. Je te coupe pas, c'est très précis, c'est très bien. Les amis, j'espère que je vous ai pas perdu. Si quoi. T'as plus 20% sur LinkedIn ce soir. Mais ou plus moins 20, quoi. Le gars nous a perdu. Non, mais c'est hyper intéressant. Tu vois, je pense que, oui, tu dois l'avoir aussi. Mais nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui disent, voilà, je veux plus de clients. Point final. Et alors nous, on vend rien sur LinkedIn. On leur donne notre retour d'expérience d'utilisateur, de dire LinkedIn est un bon canal, rapproche-toi de quelqu'un qui peut t'aider parce que nous on le fera pas. Mais c'est un algorithme qui est très secret. Je veux dire, tout le monde a son avis, mais personne n'a de certitude. Beaucoup l'ont testé, des gens comme toi ou comme d'autres, mais ils changent. Et donc finalement, tout le monde veut réussir, mais personne ne le fait. Et tu as beaucoup de gens qui ne le font pas, du coup qui font rien puisqu'ils ont peur. Donc, je trouve qu'apporter la valeur que tu apportes, c'est hyper pertinent, notamment pour tous les gens qui vont se dire, en fait, oui, c'est pas sorcier. J'ai pas de communauté aujourd'hui, mais en étant intéressant, je peux la créer. En étant drôle, je peux la créer. Ça tombe bien, je suis intéressant. Ça tombe bien, je peux être drôle. Surtout, de pas faire du bruit pour faire du bruit. Ça, tu l'as répété. Mais je trouve ça hyper intéressant, c'est pour ça que je te coupe pas. Je suis tout oui et je me dis tiens, on va changer quelques trucs aussi pour nous. Mais tu fais déjà du bon contenu et avec un beau rythme en plus. Tous les jours. Tous les jours, toi? Pas tous les jours de la semaine, mais ouais, tous les jours. Okay. Après, moi, je triche un peu,
mais j'y vais très rarement sur LinkedIn. Tu t'es organisé comment? Ça peut intéresser les gens aussi, je pense, parce que ça prend du temps. C'est un vrai sujet. Ouais. Et Ah. donc, il y a la création de contenu, mais il y a aussi, une fois qu'on a créé des posts, il faut les distribuer. Et c'est vrai que distribuer des posts, c'est-à-dire les poster, il y a tout ce qui est autour et qui, mine de rien, génère de la vente, c'est-à-dire interagir en commentaire, interagir dans la messagerie, se connecter aux bonnes personnes, avec le petit message « Merci pour ton soutien ». Tout ce qui réchauffe les relations, c'est ça aussi qui réchauffe la vente, qui transforme peut-être des prospects un peu froids en prospects tièdes. Et c'est là où la ligne est fine et que ensuite je pense que les meilleurs savent jongler entre du contenu et un peu de la prospection chaude, c'est-à-dire plutôt dans le bon timing. J'ai fait un post où il y a des gens qui disent super, je les remercie en message, hop, ces gens se souviennent de moi. Donc ça prend du temps, tu vois. Comment tu fais toi? Moi, au départ, je pense que j'avais pas la bonne attitude. J'avais une vraie attitude de vendeur. Tu likais mon post, j'allais te parler. Ok. En gros, tu payes quand presque. Ouais. Bon, c'était pas la bonne attitude. Maintenant, j'y vais plus doucement parce que je me dis que la personne qui s'est abonnée à moi, elle a vu ce post-là, elle en reverra d'autres. Donc je me dis, elle reviendra vers moi. C'est presque elle qui va venir vers moi. Autant sur la prospection, on se veut très agressif, autant sur LinkedIn, très peu. C'est-à-dire que quand on m'ajoute, je vais te remercier, mais je vais très rarement t'ajouter. J'ajoute personne, volontairement ou presque. Donc je laisse faire. Maintenant, sur la partie logistique, j'ai cet avantage et ce défaut d'être accro à la montée en compétences. Ok. Donc, tu vois, je vais lire à peu près un bouquin par semaine minimum. Ok. Très souvent sur la vente, mais sur des choses qui sont annexes. Ça peut être sur la prise de parole, ça peut être sur les biais cognitifs, ça peut être sur le personal branding, des choses comme ça. Et j'ai mon petit stabilo à chaque fois. Je surligne, j'écris mes notes. Ça peut faire un post. Cette idée-là peut faire un post. Ok. Je mets quelques idées. Quand je le finis, je le pose. À la fin de chaque mois, je reprends mes livres. Je note tout ce qui est surligné dans un Word. J'en fais des sujets qui sont mes fiches management, mes fiches montées en compétences à moi. Super bien organisé. Et après, je vais mettre mes posts dans les sujets, dans un Excel avec sujet. Ok. Je les laisse là, j'y touche pas. Et tous les 3 mois, je reprends cet Excel-là. Et je dis, bon, à froid, lesquels me paraissent les plus intéressants? Pas pour moi, mais pour les gens qui vont me lire. Ouais. Je les rédige. Et pour le coup, je les rédige moi, parce que j'aime bien faire ça. Ouais. Et que j'ai cette volonté de faire mieux à la fois qu'une IA, que de faire mieux que n'importe qui va poster, parce que je considère que je mets mon nom en avant. Bien sûr. Et que je veux pas que les gens se disent « Ah, c'est bien, mais c'est juste bien ». Ouais. Donc, je les écris moi-même. Ça m'arrive évidemment de me faire aider une fois que j'ai 90% d'un post satisfaisant par une IA ou par autre chose, ou par quelqu'un d'autre. Et une fois que j'ai ça, bon, j'ai mes posts pour 3 mois et je vais tourner les vidéos. Toi, tu fais tout pour 3 mois en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu fais beaucoup de vidéos, format vidéo. Je fais beaucoup de vidéos. J'aime bien les carousels. J'essaie Ok. d'en faire plus parce que je trouve que tu peux faire passer pas mal de valeur via un carrousel. Et j'ai l'impression que les gens sont plus attentifs au carrousel qu'à la vidéo. Donc, pas mal de carousels. Je fais tout pour 3 mois. Et ensuite, je perds plus de temps à créer. Et tu programmes ensuite? Je programme le matin. Ok. Et je sais que j'ai au moins 1 heure d'interaction. Ok. Mais je vois pas ça comme bon, juste on va faire buzzer le post en répondant, en mettant des questions ouvertes. Pouf. J'ai vraiment et sincèrement envie de comprendre, d'une, le retour de la personne qui a fait l'effort de me lire. Ouais. Deuxièmement, la volonté qu'elle me dise que je peux améliorer ou comment elle a perçu le truc. Et troisièmement, s'il y a d'autres sujets qui peuvent les intéresser. Parce que, sans prétention aucune, je considère que c'est une vraie communauté. Tu as des gens qui me lisent tous les jours, qui prennent le temps dans leur travail de commenter tous les jours. Donc toi, tu réponds à tout le monde? Je réponds à tout le monde. Ok. Je réponds à tout le monde en inbox ou presque, sauf si tu me fais un message de démarchage de merde. Je réponds à tout le monde. En commentaire, je réponds à tout le monde, y compris à ceux qui m'attaquent. C'est vrai, ouais. Ceux-là, je les adore. Ouais, ça fait. En plus, ils te rendent service. En plus, ils me rendent service. C'est à peu près ce que je leur réponds, mais ouais. Et je réponds à tout le monde. Je trouve que c'est le minimum de correction. Je fais pas des vidéos d'une demi-heure, mais 1 minute, plus un post 1 minute à lire. Tu me donnes 2 minutes de ton temps, je me dois de t'accorder au moins 20 secondes pour te remercier, pour te répondre, etc. Ouais. Donc non, mais j'ai pas envie d'avoir des choses à faire. Tu vois, parce que tourner des vidéos, on se dit, c'est facile, tu prends une caméra, etc. Non, c'est super dur. Ok, c'est très simple de prendre ton iPhone, de te mettre dans une position, tiens, qu'est-ce que tu vas raconter là? Ah ouais, face caméra tout seul, c'est dur. Hein. C'est dur. Donc, je trouve que ça prend du temps et de l'énergie. Et j'ai pas le temps ni l'énergie de le faire tous les jours pendant 3 mois. Bien sûr. Donc je le fais sur 3 mois et puis c'est fini, quoi. Ok. Ouais, super d'avoir ton orga
Il y a de la génération d'idées en continu. Ça, c'est généralement tous les créateurs de contenu. De toute manière, on n'a jamais son idée devant un bureau. On note les lectures de face à un client en courant. Moi, j'ai pareil. J'ai tout. Alors, je suis moins organisé que toi. J'ai pas un Excel, mais j'ai mes notes. J'ai même un vocal WhatsApp à moi-même et Là, je note tu tout. t'envoies les. Je m'envoie. Ouais, dès que je suis quelque part, je marche, je me note un truc sur ma conversation WhatsApp. Après, tout ça, c'est reporté dans une note. Mhm. Mais là, il n'y a pas encore que des super idées. Et ensuite, les meilleurs vont dans mon. Moi, c'est sur Notion. J'ai une sorte de pipe éditoriale. Et là, j'ai les idées. Et j'aime bien, pour le mois qui arrive, avoir à peu près mes idées placées. Elles ne sont pas forcément rédigées. Ouais. Moi, je rédige plutôt une fois par semaine pour la semaine suivante. C'est un peu à l'arrache parfois. Par exemple, cette semaine, j'étais en déplacement et tout. Le défaut, c'est du coup, j'ai fait qu'un post. Pas terrible. C'est pas grave. Cette semaine, c'est pas une orga parfaite, mais ouais, ça prend du temps, c'est important de le dire. Et je pense que ce qui prend le plus de temps qu'on soupçonne pas, c'est la partie interaction derrière. Toi, tu fais comment pour la partie interaction ? Bah, je fais comme je peux. J'essaie de répondre à tout le monde aussi. C'est pas évident. J'en reviens un peu parce que parfois, c'est quand même. Parfois, ça prend vraiment beaucoup de temps et je me dis, bon, bah. J'ai déjà fait un post. Est-ce que au bout d'un moment, si j'arrête de répondre, je réponds à un certain nombre de personnes, bah tant pis. Enfin, tu vois. Je sais pas si moi j'en voudrais à quelqu'un de pas me répondre. Donc parfois Non, je pense pas, franchement. voilà, j'essaie quand même d'être là et après, eh ben je mets quand même, ça c'est mon truc, mais un post pour moi c'est un slot dans l'agenda. C'est-à-dire moi ce qui n'est pas dans mon agenda n'existe pas. Donc je poste 2 à 3 fois par semaine, moi pas du tout tous les jours. Mais par contre, quand je prépare ma semaine, j'ai mes slots dans l'agenda, quoi. Il faut que ça existe, il faut que ce soit dans mon agenda. Parce que quand je publie, je suis là, quoi. Même si c'est programmé, je sais qu'il faut que je sois là. Oui, tu dois répondre. On pourrait programmer et ne pas être là, mais je le conseille pas trop parce que justement, les gens, il n'y a pas trop de réponses aux commentaires. Surtout quand on démarre. Après, quand on a une audience installée, on peut programmer les posts et pas être devant l'écran. Mais je pense qu'au début, c'est bien d'être là en synchro, quoi. Ouais, ça reste des likes, mais ça reste quand même des humains qui sont derrière, finalement. Surtout pour les commentaires. Voilà, donc organisation en plusieurs temps, génération d'idées en continu, création à peu près une fois par semaine et publication bien planifiée dans l'agenda, quoi. Ouais, mais en fait, tu vois, chacun a son organisation. La seule qui est la bonne, c'est celle qui marche pour toi, finalement. C'est ça. Et moi, j'écris rarement un post d'une traite. Souvent, c'est une idée, que je la développe, elle est un peu mal faite. Et ensuite, j'ai des versions 1 de post, j'en ai plein. Et ensuite, je reviens et là, je dis, OK, maintenant, à ce post, il faut que je l'écrive pour LinkedIn. Et donc, je mets la bonne accroche, la bonne force, la bonne forme. J'ai du mal, moi, à passer d'une idée, d'une phrase à un post parfaitement écrit, quoi. Ça arrive, mais c'est pas évident. Ah, c'est intéressant. Je trouve. Ouais, j'aime bien séparer les exercices pour moi me prendre la tête. Mais ça, c'est mon truc à moi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que les gens ont tendance à copier ce qui marche chez les autres. Mais c'est pas ce qui va forcément marcher pour toi non plus. Exactement. Et puis, chacun a son délire, chacun a ses types de posts. Enfin voilà, moi je fais pas trop de carrousel par exemple parce que j'aime pas trop. Je suis nul en design, peut-être faudrait que j'en fasse plus, tu vois. Bah, tu sais, si je peux te donner un conseil, tu vois, c'est bien. Moi j'ai 3-4 designs que j'ai fait faire, hein, c'est pas moi. Parce que, alors, moi, je pense qu'il faut que je fasse faire. Zéro. Et après c'est moi qui mets les textes, mais tu vois, la personne qui me les a fait, elle les a mis dans un canevas vierge. Non mais c'est vrai, c'est très vrai, il faut que je le fasse. Moi je suis pas doué, mais remplir le titre et le truc ça va, je m'en sors quand même. Et ça te prend pas trop de temps. Et juste, bah toi tu mets le fond et c'est bien aussi, quoi. Smart. On approche de la fin. Avant qu'on se fasse chasser, j'ai toujours ma dernière question à poser. Si tu avais l'opportunité, toi, toute époque confondue, de rencontrer une personne célèbre, ce serait qui et ce serait pourquoi ? C'est une bonne question, hein. Toute époque confondue, donc quelqu'un qui est vivant ou mort, quoi. Ouais, exactement. Ça peut même être quelqu'un de fictif, j'ai envie de te dire. Non, ça mérite un peu de réflexion. Si j'ai le choix entre toute l'histoire... Ouais, franchement, c'est une vraie question. Je pense que j'aimerais bien, dans l'époque actuelle, là, je pense qu'en personne morte, plus là, j'aurais bien aimé passer une journée avec Steve Jobs pour comprendre comment il réfléchissait. Et là, on est sur un podcast business, donc j'irai là-dessus. Et en personne vivante, même si, attention, le personnage, je l'apprécie pas forcément, mais j'aimerais bien passer une journée à suivre Elon Musk pour comprendre comment le mec, il est sur les réseaux,
Il pilote plusieurs entreprises. En fait, je comprends pas comment c'est possible. Je pense qu'ils sont plusieurs. Non, mais c'est une inconnue. Non, mais je comprends pas en fait. J'arrive pas à comprendre. Ouais, le mec a quand même été presque numéro 2 des États-Unis, ouais, voilà, numéro 1 de SpaceX, de Tesla. Et du coup, moi, ça m'intrigue. Voilà, c'est pas parce que je suis passionné par le gars que je l'aime pas spécialement, mais ça m'intrigue, quoi. Ça, j'aimerais bien comprendre. Voilà, j'ai pensé à des gens business, parce qu'on est sur un podcast business, mais voilà. Et si c'était une personne non business? Ah ben j'aurais bien aimé, pareil, suivre une journée de Napoléon à l'époque pour voir un peu ce que ça donnait, quoi. Sans Wi-Fi, sans LinkedIn, Ouais, sans rien, une époque où il y a rien d'autre, tu Ouais. vois, savoir comment ils avaient les infos, enfin ça devait être fou, tout devait être un peu plus lent, mais ils arrivaient quand même à s'organiser pour partir en conquête. Tu te dis mais c'est fou, ils avaient pas les moyens de télécommunication, comment ça marchait, tu vois. Ah, c'est fou, c'est vrai. J'aime bien cette question, tu vois, parce que tout le monde a sa sensibilité et que bon, Elon Musk revient souvent, Steve Jobs aussi, Ouais, mais jamais ou très rarement pour les mêmes raisons. ok. Tu vois, il y en a qui va te dire Elon Musk, je l'ai déjà eu parce que prise de risque. J'ai Ouais. envie de lui demander comment il prend ses décisions, etc. J'ai déjà eu Steve Jobs, est-ce qu'il regrette? Enfin, plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est intéressant. J'ai même eu des gens qui m'ont dit, mais moi, ça serait juste aller une journée au Moyen-Âge et Ça doit voir être comment dingue. c'était. Ouais, ça doit être dingue. Donc, non, c'est cool, c'est Ouais, cool. une autre Bah, époque, ça doit être dingue. merci beaucoup en tout cas Ouais, d'être merci venu. à toi pour l'invite. Merci. Et puis, Cool. Merci à vous, ceux qui sont voilà. encore là, si vous êtes encore là. On a des viewers assidus. Ok. Ils sont 2, mais ils sont assidus. Trop Ma cool. mère et mon père. C'est Merci beaucoup déjà bien. d'être venu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle la vente. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous invite à suivre Mathieu sur LinkedIn et autres. On mettra le lien. Et puis à bientôt. Salut.